Et nous sommes de retour au plateau pour la suite du Monde en 7. De ce jour, nous abordons notre troisième sujet. Nous prenons la direction du Tchad. Le Premier ministre Masra va défier le président Déby dans les urnes. Et pour en parler, nos deux invités sont toujours au studio avec nous. Sana Veguel Sadio Etou, vous êtes analyste politique, et honorable Innocent Kabara, vous êtes député à l'Assemblée, président du PDP. Alors, je vais commencer par vous, honorable. Nous allons parler du Tchad. Succès Masra, le Premier ministre opposant du régime de Déby, devenu Premier ministre, a annoncé ce 10 mars sa candidature à la présidentielle de 6 mai, une élection qui doit mettre fin à la transition qui est en cours dans ce pays depuis 2021 et permettre au pays de retrouver un pouvoir normalement élu à travers les urnes. Pour ces élections, le président Déby, le général Mahamat Idriss Déby, président de la République et président de la transition, a annoncé sa candidature. Et pratiquement une semaine après, son premier ministre, Succès Masra, aussi annonce sa candidature. Et pourtant, on sait que depuis un moment aussi, Succès Masra s'est de plus en plus approché du général Déby dans sa politique. Il a d'abord entre-temps affiché une certaine indifférence par rapport au référendum en appelant ni pour le oui ni pour le non. Puis quelques jours après, il a opté pour le oui, position tenue par le camp du général Déby. Après, il a été nommé Premier ministre, mais bien avant ça, on sait qu'il avait dû quitter le pays. Il est revenu sur la base d'un accord dont on ne connaît pas vraiment le contenu. Il est maintenant Premier ministre. Le président se présente à l'élection de fin de transition. Le Premier ministre aussi se présente. Que dites-vous d'abord de ce parcours ces derniers mois de l'homme politique que peut-être vous connaissez très bien, Succès Masra? Bon, il faut reconnaître que ce n'est pas facile d'être opposant ou politicien dans un certain nombre de pays comme le Tchad. Comme le Togo aussi. Donc, juger à travers sa position, son positionnement, moi, sur ce genre de questions, je suis plus ou moins réservé. Je fais une analyse factuelle de ce que je vois et je fais des interprétations parce que en matière politique, on ne peut jamais savoir en réalité qui a raison, qui a tort. C'est quelques années après que vous vous rendez compte que la décision n'était pas bonne ou que la décision, elle était très bonne. Donc, par rapport à son parcours, je pense que au début, Déby père, Déby fils, il a pris une position plus ou moins radicale. Ouais. Après, il est parti à l'exil. Après, il y a eu un accord, il est revenu puisqu'il y avait une poursuite même. Il y avait un dossier contre lui, un mandat d'arrêt. Donc, il est revenu, il y a eu un accord. C'est vrai qu'on ne sait pas ce qui est dans l'accord, mais au moins, ça a pacifié le pays. Et vous savez, dans la politique, je le dis souvent, quand je le dis, les gens des fois ne le comprennent pas. C'est un rapport de force. C'est permanemment un rapport de force. Il y a des moments où, quand vous dites oui, c'est pas parce que vous êtes faible. C'est parce que vous voulez l'apaisement. Ou bien c'est parce que vous avez une vision à moyen long terme, parce que le court terme tout de suite ne vous arrange pas. Même si vous allez dans le court terme, le rapport de force n'est pas en votre faveur. Le rapport de force, des fois quand vous faites des accords, c'est pas parce que vous sortez gagnant d'un accord, non. Parce que le moment là, vous n'avez pas d'autre choix que de faire cet accord. Et vous remettez un peu à plus tard. Je crois que c'est ce que lui il a voulu faire, rentrer, pacifier le pays. Et souvent, je le dis, il y a beaucoup d'hommes qui ne sont pas des hommes d'État. Vous pouvez être un leader. C'est des hommes politiques. C'est des hommes politiques, mais ce ne sont pas des hommes d'État. Ils n'ont pas l'envergure d'un homme d'État. Ils n'ont pas le profil, ils n'ont pas les idées, ils n'ont pas le discours. Donc pour devenir un homme d'État, aussi des fois, il faut passer par une expérience gouvernementale ou une expérience de Premier ministre pour avoir le réseau, pour avoir le discours qu'il faut, pour avoir le profil qu'il faut. Des fois, il faut accepter. Même si on peut vous jeter l'opprobre, c'est pas grave. Même si c'est à tous les prix, comme dans le contexte. Non, je ne dis pas à tous les prix. Vous voyez les journalistes, vous avez l'habitude de faire dire ce qu'on n'a pas dit. Je n'ai jamais dit à tous les prix. Je dis des fois. C'est une question que je vous pose. Des fois, quand vous acceptez, je dis, vous l'acceptez difficilement. Mais c'est le choix qu'il faut faire en ce moment-là. En ce moment-là. Okay. Peut-être 3 mois avant ou 6 mois après. Ça ne sera pas la même réalité. Mais il faut l'accepter pour pacifier le pays. Alors, les gens sont au pouvoir, ils ont l'armée, ils ont l'argent, ils ont la France avec eux. Mais qu'est-ce que vous voulez dans ces conditions qu'un opposant fasse? Vous pensez que Succès Masra a fait le meilleur choix? Peut-être je n'ai pas dit non. Moi, je fais une analyse factuelle. Je ne sais pas si son choix est bon ou mauvais. Mais j'essaie. Je n'ai pas tous les contours. Mais j'essaie de faire une analyse factuelle de son parcours radical,
sorti, il y a un mandat d'arrêt contre lui, il négocie, il rentre au pays, on le nomme Premier ministre, le référendum passe, il soutient le référendum à la dernière minute, le président Déby est candidat, lui aussi il est candidat. Est-ce que Succès Masra essaie de voir, ok d'accord, les dés sont bipés peut-être, mais je suis le second homme, j'essaie de préparer ma posture d'homme politique, d'homme d'État, j'essaie de faire avec, gagner peut-être à travers les législatives et les municipales, diriger le maximum de villes, diriger de grandes villes, un peu comme à Dakar, un peu comme Ousmane Sonko a dirigé, je crois c'est Ziguinchor, non? Oui, voilà. Donc, c'est une question de stratégie. Quand vous arrivez à un niveau, il n'y a pas Tchobiohé. Ça, non, ça ne marche plus. Ce n'est plus question de Tchobiohé. Qu'est-ce que je fais maintenant? Qu'est-ce que je fais à moyen? Qu'est-ce que je fais à long terme? Avec quels acteurs? Avec quels acteurs sur le plan national? Avec quelle alliance sur le plan international? Parce que si vous êtes isolé, qui va vous écouter? Donc, il a fait ses analyses. Maintenant, est-ce qu'il a raison? Attendant de voir son résultat au niveau de la présidentielle, attendant de voir dans 2 ou 3 ans, 4 ans, quel sera son positionnement. Ça ne veut pas dire qu'il est actuellement Premier ministre et qu'il ne peut pas être le leader de l'opposition face à Déby demain. Okay. Donc voilà un peu, je sais faire une analyse. Je ne peux pas dire qu'il a raison ou qu'il a tort, mais la situation l'a obligé à accepter un compromis, d'aller faire l'exercice du pouvoir, d'avoir quelques contacts, de se préparer pour le moyen long terme. Donc c'est moi l'analyse que je suis en train de faire et je pense que c'est réaliste. Alors il y a certains aussi qui pensent qu'il aurait pu peut-être faire un choix comme ça, mais que ça a été trop rapide, qu'il n'a pas pris le temps de préparer sa base et qu'au final il va risquer de perdre tout ce qui était derrière lui, parce qu'il y a des gens qui ont manifesté à son appel en octobre 2022 et qui ont finalement été tués. Et quand on vote une loi d'amnistie, on efface tout ça et que du jour au lendemain, il devient Premier ministre. Il y a certains qui craignent que sa cote de popularité baisse. Je ne le pense pas. Je pense qu'il ne faut pas aller trop vite en besogne. Il faut attendre, voir un peu. Tu sais, vous savez, en Afrique, nous sommes dans le sensationnel. Nous sommes tout de suite là. On doit trouver tout de suite une solution. Le long terme n'existe pas dans notre approche. Le long terme, la stratégie, ça n'existe pas. Et des fois, quand vous voyez un leader qui est contre l'opinion, les gens n'aiment pas ça ici. Mais en réalité, des fois, peut-être que c'est le leader qui a raison. Moi, je n'en sais trop rien. Mais ce que j'essaie de dire, les actes d'un leader politique ne doivent pas être dictés par l'opinion. Des fois, il y a aussi la conviction. Il y a également la conviction. Si c'est tout le temps dicté par l'opinion, vous allez faire tout le temps des erreurs. Parce que c'est ce que l'opinion dit que vous allez faire. Maintenant, la réalité est aussi qu'il y a eu des décès. Il y a eu des gens qui, dans son camp, l'ont soutenu. Peut-être qu'ils ne se reconnaissent pas dans sa décision. Il va falloir expliquer. Il faut une question de méthodologie, d'expliquer et de dire aux gens ce que vous êtes en train de faire. Si vous n'expliquez pas, les gens ne vont pas comprendre et c'est humain ce sentiment-là. Moi, j'aimerais dire simplement sur cette question qu'il est réaliste, qu'il est pragmatique, mais est-ce que ça va payer? Attendons de voir ses résultats. Attendons de voir. Moi, j'aimerais voir au-delà de la présidentielle. Moi, la présidentielle, des fois, ça ne m'intéresse pas. Quand je dis, les gens ne comprennent pas. La présidentielle ne m'intéresse pas. Là où vous devez jauger votre popularité, c'est les municipales et les législatives. Donc, attendons de voir une élection générale où il y aura l'ensemble des forces politiques pour voir si sa décision d'avoir un accord avec le camp Déby a été judicieux ou pas. Okay. Merci beaucoup à vous, honorable. Alors, Sana, on va retourner un peu sur ce parcours de Succès Masra. Farouche opposant à Déby père puis à Déby fils, il a dû prendre la route de l'exil après les événements d'octobre 2022. Il est revenu en 2023 à la suite d'un accord signé à Kinshasa dont on ne connaît pas trop le contenu. Quelques jours après, il a d'abord affiché une position ni oui ni non pour le référendum, puis finalement oui. Et après le référendum, il est nommé Premier ministre. Il sera candidat à la prochaine élection. On parlera tout à l'heure de sa candidature. Mais quel regard portez-vous sur le parcours de l'homme au regard de ces derniers mois, disons pratiquement 1 an plus tôt? Que dites-vous du parcours de Succès Masra au Tchad? Moi, je pense qu'il faut sortir de ce mythe d'opposant historique. Sortir de ce mythe parce qu'à un moment donné, avec beaucoup de réalisme, lorsque vous jaugez les forces, le rapport de force sur le terrain, vous préférez faire la paix des braves pour évoluer. Certes, on peut s'attrister sur le silence, sur les massacres qui ont eu lieu en octobre 2022. Mais je pense que faire la politique de l'opposition frontale
ça a aussi ses conséquences. Et quand vous êtes au-delà d'un homme politique, un homme d'État, vous ne pensez pas qu'à vous-même. Vous pensez à la population, vous pensez à la nation. Moi, je pense qu'à un moment donné, il faut qu'on essaie de construire des oppositions sur, comment on appelle ça, avoir des oppositions constructives. Ce n'est pas une mauvaise chose d'être, par exemple, d'être dans une alliance, dans un accord avec le pouvoir en place. Ça ne remet pas en cause votre vision politique, ça ne remet pas en cause le fait que vous soyez opposant. On a l'exemple en Côte d'Ivoire où M. Guillaume Soro, à un moment donné, a été le premier ministre de M. Laurent Gbagbo. Mais nous avons vu que ça n'a en aucun cas altéré ses convictions politiques. Donc, tout de suite, taxer un opposant qui décide, peut-être par la force des choses, peut-être par stratégie, d'être dans un accord circonstanciel avec le pouvoir en place, bon, on ne peut pas en juger à l'instant. C'est trop tôt pour... Voilà, c'est trop tôt pour juger de cela. Il faut voir l'effet que cela va produire dans le temps, comment les populations vont percevoir cela, et comme l'honorable a dit, vous savez, faire de la politique aussi, à un moment donné, il faut savoir saisir les opportunités qui s'offrent à vous pour construire votre dimension internationale. Avoir un réseau. On ne se lève pas, ce n'est pas en scandant opposition frontale tel s'il doit partir, être le plus vindicatif, qu'on accède au pouvoir. Il faut tenir compte au-delà du soutien populaire de certains réseaux, de certains qui peuvent vous apporter beaucoup de choses dans votre combat pour conquérir le pouvoir. Alors, Succès Masra, en attendant qu'on vérifie l'efficacité de sa méthode, a annoncé qu'il sera candidat à l'élection présidentielle, élection qui doit mettre fin à la transition en cours au Tchad depuis 2021. Il sera l'un des candidats qui doit faire face au président général Mahamat Idriss Déby, et qui est aussi candidat. Il avait annoncé sa candidature quelques jours plus tôt, avant que Succès Masra, son premier ministre, ne confirme aussi qu'il sera candidat. Une première peut-être sur le continent, où le président et son premier ministre devront s'affronter dans les urnes. Mais ça serait une très belle affiche de la Champions League africaine à la tchadienne. À la tchadienne, parce que président contre premier ministre, ça serait une très belle affiche. J'attends le démarrage de la campagne pour voir ce que ça va donner. Est-ce qu'il a une chance de l'emporter face au fils Déby? Moi, c'est les Tchadiens qui vont décider. Mais j'avoue que quand je vois la manière dont la transition a été conduite, la manière dont les choses se précisent, pour moi, il serait difficile de battre le fils Déby. Il serait véritablement difficile. Maintenant, ce qui est important pour moi, c'est son score. Quel score il aura? Voilà. Même s'il est battu, quel sera son score? C'est ça. Première remarque. La seconde remarque, c'est que je ne sais pas ce que les accords disent, la charte de la transition dit. Est-ce qu'ils sont autorisés? Est-ce que les deux de l'exécutif, est-ce qu'ils sont autorisés à être candidats? S'ils sont autorisés à être candidats, comme moi je dénonce le 2 poids, le 2 mesures, ne soyez pas étonnés de voir d'autres transitions dire qu'ils sont candidats, et que ça ne soulève pas de tollé, puisque on a laissé le fils... Tant que les chartes autorisent chacun à se présenter. Mais il y a eu des modifications de la charte. Au niveau même du Tchad, il y a eu une modification de la charte. Initialement, il n'était pas autorisé, et il a pris même l'engagement solennellement de ne pas être candidat. Donc, ce que je veux dire, faut pas que les Occidentaux, et ça, il faut qu'on se dise la vérité, faut pas que ils sont en train d'ouvrir une brèche qui ne pourront pas refermer ailleurs. Ils sont en train d'ouvrir une brèche pour le fils Déby. Les autres, ne soyez pas étonnés qu'ils soient candidats. Qu'ils soient candidats au Mali, qu'ils soient candidats au Burkina Faso, et qu'ils soient candidats au Niger. Bon, la Guinée, ce régime-là me semble un peu des amateurs, donc eux, je ne vais pas trop parler d'eux. Vraiment, c'est de l'amateurisme. Les autres, il y a... Doumbouya n'a pas aimé ce commentaire. Oui, mais c'est de l'amateurisme, la manière dont les choses se passent là-bas. Il est devenu général, avec un peu de respect. Non, c'est-à-dire que c'est la manière dont les choses se font. Ce n'est pas... Si vous venez pour rétablir l'ordre, on ne dirige pas comme ça. Donc, pour lui, je dis, je ne sais pas. Mais on ne sait pas. Mais ça sent un peu d'amateurisme. Maintenant, les autres, où il y a un peu plus de sérieux, ne soyez pas étonnés qu'ils vous disent demain qu'ils seront candidats. Donc, c'est de ça que je suis en train de parler. Voilà.
c'est la manière dont les choses se font. Je ne dis pas que lui, en tant que général, non. Je ne parle pas de... Vous parlez de la gestion, pas de la personne. Oui, non, je ne parle pas de la personne. Je parle du processus. Okay. Vous avez vu que ce soit au Mali, que ce soit au Niger, il y a, même si c'est critiqué, il y a quelques avancées. Mais au niveau de la Guinée, c'est le statu quo, c'est mort. Il y a quand même un procès. Non, on ne parle pas du procès. Bon, je crois qu'on s'est compris. Faut pas mal interpréter ce que je dis. Au niveau du régime guinéen, l'approche n'est pas bonne. Les autres, il y a quelques avancées, même s'il y a des critiques, même si on veut que ça soit accéléré, même si on veut que ça soit rapidement, qu'on passe rapidement à une prochaine étape, même si les régimes font en sorte que ça aille moins vite. Mais au moins, on le sait. Mais dans le cas de la Guinée, on ne sait pas réellement ce qui se passe. Donc, c'est très difficile de pouvoir faire... On laisse la Guinée de côté. On laisse la Guinée de côté. Voilà. Donc, ne soyons pas étonnés que les autres aussi disent qu'ils sont candidats. Okay. C'est le point que je voulais soulever. Troisième chose, comme je l'ai dit, il faut regarder son score. Il faut regarder son score pour dire, peut-être à moyen terme, est-ce que c'est l'homme de l'alternance en 2000, je pense que maintenant l'élection, je crois, c'est pour 5 ans, non? Oui. Bon, donc s'ils font l'élection maintenant, donc en 2029, est-ce que c'est l'homme de la situation ou en 2034? Donc, c'est ce qu'il faut regarder. Et il faut regarder, si jamais il perd les élections, quel sera son positionnement? Donc, c'est ces facteurs-là qu'il faut regarder. Alors, Sana, le Premier ministre Succès Masra se présente à la présidentielle qui est censée mettre fin à la transition, sauf que pour cette même présidentielle, un autre candidat qui n'est pas des moindres, le général Mahamat Idriss Déby, président de la transition, a annoncé confirmer sa candidature quelques jours plus tôt. Oui, moi, vous savez, comme l'honorable dit, tout semble se dessiner à l'avance. Lorsque vous voyez la manière dont les choses se passent, vous savez que le général Déby a plus de chances de l'emporter. Maintenant, quant à la candidature de M. Masra, c'est peut-être lors de l'évaluation à chaud de son ralliement, de sa coalition. Il va voir l'impact que cela a eu au niveau de sa popularité et il pourra voir s'il est sur la bonne voie, s'il y a des choses à ajuster. Je pense que c'est plutôt une candidature test pour se jauger, pour voir ce qu'il vaut vraiment suite à cette alliance, etc. Donc, moi, je pense que sur ce plan, moi, je n'ai pas personnellement de problème que quelqu'un qui conduise une transition soit candidat. Il suffit que le jeu démocratique soit transparent. Et puis, bon, il n'y a pas de problème à cela à mon niveau. Justement, sur le principe, a-t-on des chances aujourd'hui que le jeu soit transparent et que si effectivement Succès Masra avait plus de majorité, qu'elle puisse l'emporter très clairement face au général Déby, ou bien c'est, comme le disent certains opposants tchadiens, c'est un match déjà gagné d'avance? Ben, il ne faut pas oublier que c'est les deux têtes de l'exécutif. Donc, ils vont se surveiller. Ce qui est compliqué, c'est que Succès ne peut pas dire que ce n'est pas lui qui organise le processus. Voilà. Il organise le processus avec le président. Les deux sont comptables. Les deux sont comptables. Et donc, c'est inédit. C'est un gage de transparence si on voit que deux... Ça, c'est vous qui... Non, moi, je peux pas me prononcer sur ça. Mais je sais qu'ils sont ensemble en tant que président, en tant que premier ministre pour conduire cette transition et pour préparer les élections. Donc, ça sera difficile. Les deux sont comptables de ce qui va arriver. Donc, ça sera difficile pour lui de dire qu'il a été volé, qu'il ne reconnaît pas. Si jamais il n'a pas eu de dénonciation avant, donc il sera obligé de reconnaître les résultats. Et c'est pour ça que je dis qu'il faut scruter son score. C'est ça. Okay. Il faut scruter son score. C'est ça le plus important. Sana, le fait que les deux soient finalement ceux qui pilotent le processus, comme président et comme premier ministre, et avec un gouvernement qui va diriger les activités ou bien l'organisation de ces élections, est-ce que c'est un gage de plus de transparence dans le processus? On ne peut pas le dire à l'avance. Il faudra qu'on attende de voir comment les choses vont se dérouler. Et là, à ce moment, on va juger. Pour le moment, c'est juste des impressions qu'on risque de donner. Donc, à l'issue de ce scrutin, on va apprécier ce que ça va donner, comment cela sera jugé par les populations. Donc, ce sera difficile de dire c'est un gage, ce n'est pas un gage. C'est à l'œuvre qu'on va le reconnaître. Un autre aspect sur le Tchad, avant qu'on aborde notre dernier sujet, c'est la mort de l'autre opposant, Yaya Djilo,
qui a été tué dans des échanges de tirs. Officiellement, c'était des échanges de tirs à son siège. On lui aurait demandé de se rendre, il aurait refusé, il aurait tiré le premier. Dans les échanges de tirs, il aurait été blessé, puis finalement a succombé à ses blessures. Une situation qui s'est produite quelques jours avant le démarrage, ou bien avant l'ouverture du dépôt des candidatures, et avoir la position de Succès Masra en tant que Premier ministre. Certains pensent que c'est la preuve palpable que le Premier ministre a déjà rallié les camps du pouvoir et qu'il n'est plus un opposant digne de ce nom. Bon, moi personnellement, la thèse de l'affrontement me semble peu plausible. Dans la mort de Yaya Dillo. Je conçois mal qu'une personne retranchée au siège de son parti puisse être en train d'échanger des tirs avec les forces régulières. Je ne pense pas ça. Ce scénario est vraiment improbable. Le siège d'un parti, ce n'est pas un QG de gang quand même. Et quand c'est les forces spéciales encerclent ce parti, encerclent le QG, on dit qu'il est retranché, il ne veut pas se rendre. Après, on entend qu'il y a eu échange. Sincèrement, moi, je ne trouve pas ça crédible. Je vois ça plus comme une exécution. Personnellement, c'est une analyse personnelle. Je n'ai aucune preuve, je pense, tel que les choses se présentent, je pense que c'était une exécution dans des conditions obscures. Peut-être qu'une enquête sérieuse pourra nous situer sur les tenants et les aboutissants de son assassinat. Alors, honorable, que dites-vous de cet assassinat, de cette mort de Yaya Dillo? Certains pensent effectivement que c'est un assassinat pour le pouvoir. Il a succombé à ses blessures dans les échanges de tirs, des blessures qu'il a eues dans les échanges de tirs, et aussi la réaction de Succès Masra qui n'a pas, depuis un moment, montré cette verve-là qu'on lui connaissait il y a cela une année, et qui fait dire à certains opposants tchadiens qu'il a totalement changé de camp et qu'il ne présente plus un contrepoids face à Déby pour la prochaine présidentielle. Non, mais il faut reconnaître qu'il est dans une posture un peu difficile, puisqu'il est il incarne l'exécutif. Il incarne l'exécutif. Donc, qui va faire les enquêtes? C'est à lui d'instruire la justice de faire les enquêtes. Il a d'ailleurs annoncé cela. Bon, s'il a annoncé ça, attendons les enquêtes pour voir quelle sera la conclusion. Est-ce que d'abord, ça sera une enquête impartiale, sérieuse? Mais il faut qu'on sorte, c'est ce que je dis, c'est le schéma qu'on a de l'Afrique où on tue les opposants dans leur QG. Est-ce que ça nous fait respecter? Nous voulons incarner cette façon de faire la politique où aucun opposant ne doit décéder dans son QG de parti politique. C'est ce que je peux faire comme commentaire, et cela est regrettable. Cela est regrettable. D'abord même, c'est invraisemblable quand on décrit le scénario. Donc c'est regrettable. Je n'ai pas les tenants et les aboutissants du dossier pour pouvoir commenter. Attendons peut-être les conclusions de l'enquête de la justice tchadienne, et même s'il y a une enquête internationale, pour que vous puissiez nous inviter à venir commenter. Parce que là, nous aurons des éléments. Là, tout ce que nous avons pris, c'est à travers les médias. Est-ce que c'est vrai, c'est pas vrai? On ne sait pas. Parce que officiellement, j'ai suivi Succès Masra sur une chaîne américaine, Vox, je crois, et qui disait que lui-même, il attend vraiment les enquêtes pour pouvoir se prononcer. Donc moi, qui suis-je pour pouvoir me prononcer sur cette question si le Premier ministre lui-même, il n'a pas des éléments d'appréciation? Ok, alors un dernier mot ajouté sur le Tchad. Ok, alors nous allons donc revenir au Togo pour aborder notre dernier sujet. Projet de révision constitutionnelle, les députés sortants sont-ils compétents en la matière? C'est notre interrogation. Nous avons la chance d'avoir sur ce plateau un député, pas des moindres. Honorable, vous aurez le temps tout à l'heure de nous expliquer comment ça se passe et répondre peut-être aux interrogations des uns et des autres sur la compétence même des députés actuels à pouvoir proposer une modification constitutionnelle. Lors de votre dernière session, celle du 5 mars, je suppose, la présidente de l'Assemblée a annoncé qu'il y avait une vingtaine de projets que vous devez étudier et tout, et parmi lesquels il y aura un projet de modification ou une proposition, vous nous expliquerez ou mettrez la différence tout à l'heure, de loi pouvant peut-être aboutir peut-être à une nouvelle constitution, on n'en sait pas trop, vous nous le direz aussi tout à l'heure. Mais beaucoup de questions sont venues après cette annonce. Certains estiment que les députés actuels
qui sont à la fin de leur mandat et qui, pour certains, ne sont plus légitimes à faire le travail, veulent faire du forcing pour imposer au Togo une nouvelle constitution. Vous nous direz tout à l'heure ce qu'il en est, mais je vais commencer plutôt par vous. Sana, les députés s'apprêtent à faire des modifications constitutionnelles, ou du moins à étudier des propositions de loi, parmi lesquelles certaines modifications de notre constitution, ce qui crée beaucoup de polémiques. D'abord, la question, on se demande, est-ce qu'ils sont légitimes pour faire ce genre de modifications, vu que normalement, leur mandat devait finir à la fin de l'année dernière, ou normalement début janvier, ça dépend aussi des positions des uns et des autres. Est-ce qu'aujourd'hui, en mars, où nous sommes, ils sont toujours légitimes pour faire ce genre de modification de la Constitution? C'est la grande interrogation. Je voudrais d'abord commencer par vous, vos réflexions. Non, vous savez, l'Assemblée nationale fait partie des institutions de la République. Et lorsqu'on veut parler de ce sujet, il faut alors se référer au texte. J'espère bien à la Constitution elle-même. Et j'espère bien que ceux qui s'avancent dans des conclusions hasardeuses ont les moyens juridiques dans la Constitution pour justifier ce qu'ils sont en train de dire. Chacun se base sur des articles, mais on le verra tout à l'heure. Non, lorsqu'on dit que chacun se base sur les articles, il faudrait fallait peut-être les inviter ici. Moi, je ne suis pas de ceux qui font de la vaine polémique. L'article 52 de la Constitution, dans son alinéa, dit ce qui suit. Je vais lire. Article 52. Oui, article 52 de la Constitution, le dernier alinéa. Les membres de l'Assemblée nationale et du Sénat sortant par fin de mandat ou dissolution restent en fonction jusqu'à la prise de fonction effective de leurs successeurs. Il est dit qu'ils restent en fonction. Quand vous dites que vous restez en fonction, ça veut dire quoi? Que vous continuez pas à travailler. Vous continuez pas à travailler pour un député, pour une Assemblée nationale, ça veut dire quoi? Mais ça veut dire qu'ils continuent pas à voter leur loi. L'article 52 n'introduit aucune limitation dans leurs prérogatives de député. Alors pourquoi on veut en inventer? Non, moi je pense que ce genre de débat ou bien ce genre d'intention qu'on essaie de prêter à chaque prochaine échéance électorale, bon, c'est du déjà vu. Bien, on en a entendu même pire ou parfois plus extravagant que cela. Et l'histoire a montré que les auteurs de ces allégations n'ont jamais eu raison. Moi, je pense sincèrement qu'il y a des lois telles que ça a été annoncé qui doivent être votées. Il y a la CNDH, les membres de la CNDH qui viennent d'être élus. Donc, et c'est tout à fait normal. C'est tout à fait normal. Je ne vois pas, moi je dis sincèrement, quel est l'article qui prive les députés actuels d'une partie de leur fonction. Bon, il y a un article qui dit qu'ils restent en fonction. C'est vrai, comment on appelle, leur mandat a expiré, mais puisqu'il n'y a pas encore eu d'autres députés, ils restent en fonction. Et après avoir lu l'article 52, l'alinéa 11, quand moi je vais répondre, il faut expliquer pourquoi nous restons en fonction. Okay. Deuxième chose, il faut expliquer aussi aux gens pourquoi est-ce que l'élection, ça n'a pas été fait à date. C'est pas nous qui sommes au Parlement qui avons demandé une prolongation ou bien qu'on ne fasse pas les élections. Je reviendrai à vous tout à l'heure. Donc voilà. Oui, non, mais c'est important de le dire aussi. Donc moi, sur le plan factuel, avec la Constitution, mais ce que les gens sont en train de dire, c'est du n'importe quoi. Les députés, l'actuelle législature, a toutes les prérogatives pour légiférer, pour voter les lois, pour faire quoi que ce soit qui est reconnu par la Constitution comme faisant partie de leur fonction. Il n'y a aucune restriction qui vaille. Est-ce que si vous en trouvez, mais montrez-moi la disposition dans la Constitution. Merci beaucoup. On a le test de référence. Pourquoi on va se fier aux on-dit? On a le test de référence, il reste en fonction. En fonction, là, et quelle limitation l'article introduit? Bon, ça aurait été plus élégant qu'on nous dise, bon, qu'il y a un autre article qui restreint ces fonctions-là.
Mais moi, je n'en ai pas trouvé. Peut-être que je ne sais pas lire. Mais est-ce que ceux qui savent lire éclairent ma religion? Merci beaucoup. Alors, je viens à vous maintenant, honorable. Ouais. Occasion pour vous de nous éclairer un peu sur ces questions qui taraudent souvent l'esprit des Togolais. Depuis fin d'année 2023, il y a ce débat qui revient. Les députés doivent-ils continuer? Doit-on aller à un dialogue pour avoir une assemblée constituante? Il y en a même qui ont proposé cela. Il y a des partis politiques qui l'ont proposé. Oh, c'est ceux qui ont peur des élections. Alors, il y en a effectivement qui ont proposé cela. Il y en a qui ont dit non, on va les laisser continuer. Mais quand vous avez commencé encore par étudier des thèses, on dit non, vous ne pouvez pas étudier parce que vous n'êtes pas normalement dans le temps réglementaire qui vous est donné ou dans la Constitution, parce que la Constitution aussi a défini votre délai qui est déjà épuisé, mais vous êtes là. Bon, Sadio vient de nous lire un article qui vous autorise à rester en fonction jusqu'à l'installation d'autres députés. Que dites-vous face à tout cela? Vous êtes président de commission. Pour le moment, vous ne pourrez pas, à cause du secret, nous dire le contenu de certaines lois, puisque c'est vous le savez. Oui. Mais peut-être on va effleurer un peu, on aura une idée de ce que c'est. Mais pour le moment, êtes-vous légitime? Pensez-vous honnêtement, en tant que député et homme politique, parce que demain vous serez peut-être dans une autre position, pensez-vous qu'aujourd'hui vous êtes légitime pour faire ces modifications? Ok, merci. Vous nous donnez l'occasion de pouvoir éclairer la lanterne de nos concitoyens sur cette question, parce que dans cette question, il faut reconnaître qu'il y a beaucoup de mauvaise foi. Il y a beaucoup de mauvaise foi, et nous souhaiterons que s'il y a un débat, que ça soit article contre article. Il faut, ça peut pas être un débat en l'air. Voilà. D'accord. Première remarque, il y aura peut-être 3 observations concernant cette question. Première remarque, est-ce que nous sommes légitimes? Oui, l'article 52, l'alinéa 11 est clair là-dessus. Nous restons en fonction jusqu'à la prise de fonction effective de la prochaine Assemblée nationale. Tant que la prochaine Assemblée nationale n'a pas encore pris fonction, nous pouvons légiférer. Vous pouvez légiférer? Nous pouvons légiférer, surtout. Surtout. Ça peut être une loi organique, ça peut être une loi, ça peut être une proposition de loi. Une proposition de loi vient du Parlement, ça peut être un projet de loi, ça vient du gouvernement. Nous pouvons légiférer. Et n'oubliez pas qu'il y a beaucoup qui vont à ces élections en modifiant un peu la loi électorale qui passe à 113. Mais ils acceptent aller aux élections pour avoir 113 députés. On est d'accord? Donc ça veut dire que ce que nous avons fait, ils reconnaissent. Voilà. Logiquement. Première chose. Deuxième observation, c'est pas les députés qui sont en place qui ont décidé de rester en place. Nous, on n'a aucun problème. Et moi, je l'ai dit sur tous les plateaux télé, j'aurais bien voulu aller aux élections avant fin décembre. J'ai dit ça. Normalement, c'est 30 jours avant la fin de notre mandat. Ouais. Donc, j'aurais bien voulu aller aux élections. Si on n'est pas parti aux élections, il faut dire qu'il y a des facteurs qui n'ont pas permis de faire les élections à date. Il faut dire qu'au lieu, par exemple, d'une révision électorale, nous avons fait un nouveau fichier électoral pour contenter tout le monde, puisque certains demandaient un nouveau fichier électoral en bonne et due forme. Deuxième chose, il fallait auditer le fichier. Il y a eu un audit interne, mais il y a eu un audit externe. Et ce n'est pas nous qui avons fait cet audit. Il y a eu des institutions qui sont venues auditer et le rapport nous a été transmis en novembre. Donc, si vous avez ce rapport en novembre qui vous dit que le fichier est bon, vous disposez de combien de temps en fonction des opérations électorales pour aller à une élection? Donc, on ne pouvait pas faire logiquement les élections avant fin décembre. Voilà. Donc, ça, c'est tout à fait logique. Vous voyez, à la fin de chaque mandature, 1 an, 6 mois avant les élections, il y a toujours un problème concernant le découpage électoral, il y a toujours un problème concernant ça. Donc, cela nous prouve qu'il faut revoir en profondeur le truc de copie-coller qui a été depuis les années 90, qu'on nous a collé à travers nos constitutions, à travers nos lois. Il faut que nous puissions faire quelque chose qui ressemble à nous-mêmes. Et je l'ai souvent dit, ce nous-mêmes, il est contre personne. Maintenant, le débat qui est revenu sur le redécoupage du fichier électoral, c'est revenu au CPC, tout ça là, ça nous prouve à suffisance qu'il fallait faire quelque chose. Hein? Parce que l'habit que vous devez porter pour aller à chaque fête, si à la veille de la fête, tout le temps, vous êtes obligé de l'amener chez le couturier, autant aller faire un nouvel habit. C'est ça. Alors, si vous en avez les moyens. Si vous en avez les moyens, mais vous n'êtes pas sans savoir que chaque fois, le fait d'aller chez le couturier, in fine, ça vous coûte plus cher. Voilà. Donc, je pense que nous pouvons légiférer. Nous avons la légitimité pour légiférer. Et je crois que
les lois qui sont en train de passer à l'Assemblée nationale, c'est pour le bien-être de la population. Maintenant, est-ce que nous avons fini notre mandat? Non. Tant que la nouvelle Assemblée nationale ne prend pas fonction, nous restons en fonction. Donc, le débat est clair là-dessus. Et pour vous, c'est tout à fait normal que vous restiez en fonction, que vous étudiez toutes les lois possibles. Toutes les lois possibles. Actuellement, on a annoncé 21 dossiers que vous allez étudier, sauf qu'on ne pourra pas avoir trop de détails. Mais certains estiment que cela va relancer un grand débat politique sur les mandats présidentiels, et sur tout ce qui vient après, et qu'on va remettre le compteur à zéro, et que le pouvoir va continuer par reprendre. Que dites-vous, même si vous n'allez pas au fond, puisque vous ne pouvez pas y aller, que pouvez-vous dire pour que ceux qui nous suivent soient clairement situés sur cette affaire? Non, sur la question de la Constitution, il faut dire qu'il y a un certain nombre de députés. Moi-même, je suis pour qu'on change ce système partisan. Je l'ai toujours dit. Il sera lâche de ne pas l'assumer. Et moi, j'assume mes positions. Il serait lâche. Nous avons hérité des constitutions depuis les années 90, après le discours de la Baule et des indépendances, d'un copie-coller qui ne nous ressemble pas véritablement ou qui ne nous met pas à l'abri des coups d'État, où il y a tout le temps une tension politique. Il faut réfléchir à un système qui nous convient. Je ne vais pas rentrer dans le secret des délibérations puisque c'est à l'étude et la commission de loi est en train de faire son travail. Après, quand ça passera en plénière, si jamais ça arrive jusqu'à la case plénière, nous viendrons pour vous dire quelles sont les innovations contenues dans ce document. Et une constitution ou une réforme constitutionnelle, ce n'est pas en un mois. Donc les réflexions ont commencé depuis 4 ans. Depuis 4 ans, moi, je fais mes réflexions pour ceux qui me suivent. J'ai sorti des livres. J'ai sorti un livre il y a 2 ans et demi. J'ai sorti un autre cette année. Et dans certains livres, je parle de ce système qu'on nous a imposé, qui va au niveau des constitutions, qui va au niveau de la monnaie, qui va à un certain nombre de pesanteurs qui ne nous permettent pas de nous développer. Et nous pouvons nous développer en étant nous-mêmes, puisque nous avons d'éminents juristes maintenant dans nos pays où nous pouvons réfléchir sur nos constitutions. Et nos collègues au niveau du Parlement, vraiment dans l'inclusion, ils ont le choix de faire des apports de manière constructive pour que nous puissions avoir une constitution qui nous ressemble. Une constitution qui nous ressemble, une constitution qui tient compte de nos réalités, mais avec une certaine ouverture sur l'extérieur. Donc nous assumons cette position. Donc je crois que nous pouvons, c'est une proposition, ça va suivre le cours des choses pour que nous puissions avoir une constitution qui représente une certaine transformation de la société et qui donne véritablement force à la jeunesse. Alors, Sana, les craintes aujourd'hui, c'est que quelle que soit la loi qu'on va voter, si ça touche à certains aspects, on sera obligé de tomber dans une nouvelle république et on va revoir le même discours. Faut-il le comptabiliser pour un compteur à zéro ou faut-il comptabiliser le mandat? On sait tous le débat que cela va créer. Il y a de cela quelques années au Togo avec cette affaire de remise de compteur à zéro. Est-ce qu'il n'y a pas quand même de quoi s'inquiéter quand on apprend qu'il y aura des modifications de la Constitution? Non, en fait, moi, je trouve qu'il n'y a aucun élément alarmiste, puisque d'ailleurs, pour le moment, on n'en sait rien. Mais je pense que l'article 59 de la Constitution togolaise est assez clair. C'est assez clair. Donc, ces pseudo, je ne sais pas s'il faut les appeler juristes, qui veulent se prendre pour les sages de la Cour constitutionnelle, bon, moi je les laisse à leur sale besogne. En tout cas, quand le moment viendra, la Cour constitutionnelle tranchera ce débat-là, puisque c'est elle seule qui est appelée à dire le droit, à interpréter la Constitution. Alors, l'article 59, si vous permettez, quand on lecture pour nos téléspectateurs, il dit ceci: le président de la République est élu au suffrage universel, libre, direct, égal et secret pour un mandat de 5 ans renouvelable une seule fois. Cette disposition ne peut être modifiée que par voie référendaire. Le président de la République reste en fonction jusqu'à la prise de fonction effective de son successeur élu. Ça, c'est le contenu de l'article. Voilà, donc, et vous irez plus loin dans les dispositions transitoires qui nous expliquent vraiment comment est prise en compte cette affaire de compteur ou pas compteur. Donc, on ne va pas polémiquer sur ce plateau. On ne va pas aller dans des aspects qui n'existent même pas d'ailleurs à la date d'aujourd'hui. Moi, je pense que c'est juste des tergiversations. Et c'est le même scénario à chaque élection. On essaie d'inventer des choses pour attirer de l'attention. Mais bon,
est-ce que cela va payer quand il va s'agir, quand il va être question d'aller dans les urnes? On verra si cette stratégie... Mais en tout cas, cette stratégie n'a jamais payé d'ailleurs. Alors, bon, je tiens à faire remarquer que l'histoire des constitutions, ça ne date pas d'aujourd'hui. Depuis les années 90, ceux qui ont hérité des constitutions copie-collées, chacun a essayé de faire une constitution qui ressemble pas plus. Dernièrement, c'était au Bénin, c'était d'autres pays qui voulaient changer leur constitution en Tunisie. Il faut une constitution qui nous ressemble et qu'on mette le pays à l'abri des crises politiques, en réalité. C'est ça. Maintenant, je ne vois pas pourquoi tout le monde ne parle que de mandat de compteur à zéro. Ce n'est même pas de ça qu'il s'agit. Ce n'est pas de ça qu'il s'agit. Non, attendez. Quand vous prenez, par exemple, quand nous on allait à l'école, est-ce que, par exemple, la calculatrice était autorisée? Non. Le lycée, non. Mais maintenant, à l'école primaire, ils ont la calculatrice. Mais les devoirs qu'on donne, même si vous avez la calculatrice, vous ne pouvez pas réussir. Maintenant, on nous parle d'intelligence artificielle. C'est pour vous dire que tout a évolué. Donc, il faut qu'on adapte la Constitution par rapport à nos us, coutumes, par rapport à notre réalité, et qu'on puisse corriger les tares que nous avons vu dans la Constitution de 92. Même si elle a été révisée, tout le monde est d'accord qu'il y a quand même des insuffisances. Pourquoi maintenant cette histoire, moi, dans mes débats, j'ai toujours dit qu'il faut qu'on puisse se départir de ces systèmes partisans qui ne nous ressemblent pas, et qu'on ait un régime, je ne vais pas vous dire lequel, mais un régime nous pouvons tous discuter, qui s'adapte le mieux, où véritablement le Parlement est au cœur de la politique, où les décisions, où le contrôle est accentué. Maintenant, donc c'est de ça qu'il s'agit. Et toute initiative allant dans ce sens, nous allons le soutenir. Et c'est un travail de spécialistes, c'est un travail de benchmarking pour aller voir les meilleures pratiques de la sous-région. Qu'est-ce que les autres ont fait? Quel est l'avantage de ce système? Quel est l'inconvénient de ce système? Donc c'est un travail qui ne date pas de maintenant. Et le groupe qui a été mis en place, nous, qui soutenons le panafricanisme, de se départir de ce que les pesanteurs, les constitutions font partie des pesanteurs qui ne nous permettent pas de nous émanciper. C'est pour ça que nous faisons partie de ce groupe-là. Nous voulons qu'on revoie les choses, peu importe ce que ça va donner, mais ce que nous avons à l'idée, c'est quelque chose qui nous ressemble, quelque chose de novateur, quelque chose qui nous met à l'abri des coups d'État, et quelque chose qui oblige les gens à discuter. En fonction de votre majorité, qui vous oblige à discuter, à faire la politique ensemble. Ici, on ne discute pas. Oh, lui, il est mauvais. Ah, nous. Donc, si tu parles à celui-là, donc moi, je ne peux pas te parler. Non. Il faut qu'on sorte de tout ça là. Donc, c'est pour ça, ça fait depuis 4 ans que nous travaillons. Et puis, vous n'êtes pas sans savoir que moi, ce n'est pas ma première proposition. J'ai fait une proposition sur la loi sur le bail à usage d'habitation. J'ai fait après une proposition sur les PME. Et cette proposition n'a pas prospéré. Pourquoi? Parce que nous n'avons pas le quorum. Oui. Pour avoir le quorum, il faut la majorité. C'est ça. Donc peut-être qu'ils ont des idées, on a des idées. Et depuis 4 ans, on était de voir quelle est la meilleure mouture de la Constitution que nous pouvons avoir. Donc qu'on ne dise pas que c'est maintenant. Et cette proposition a été déposée le 28 décembre avant la fin de notre mandat. Maintenant, si c'est maintenant que c'est étudié, c'est un problème d'agenda. C'est ça. C'est un problème d'agenda du Parlement. Ce n'est pas nous qui avons déposé. En conclusion, il n'y a pas de question qu'on parle d'illégitimité et de... Non. Je pense que ceux qui parlent de ça, c'est non seulement de la mauvaise foi, mais ils ont un autre agenda. Je n'en dirai pas plus, mais c'est de bonne guerre. Mais c'est de bonne guerre. Ça dit quelque chose. Non, c'est de bonne guerre. Ils n'ont que ça à dire pour le moment. Ils n'ont que ça. Sur le terrain, on sait ce qu'ils veulent. On en saura plus pour le contenu quand peut-être la loi viendra en plénière. Vous savez que nous sommes des transformateurs. Non, je vais expliquer ce que c'est. Mais peut-être... On l'espère bien. Allez-y rapidement. Ce que nous voulons dire par là, nous voulons que le système établi change. Nous voulons donner la chance aux jeunes de faire la politique. Les gens craignent les politiciens dans nos pays africains parce que la connotation n'est pas bonne. Nous voulons, à travers nos tests, à travers ce que nous représentons, donner envie aux jeunes de s'intéresser à la chose publique, de faire la politique autrement, de gouverner autrement. Donc, à travers toutes nos prises d'initiative, c'est ce que nous visons. À travers toutes nos prises d'initiative, c'est ce que nous visons. Donc, pour conclure, pas pour conclure, mais pour vous dire que notre intention, elle est bonne. C'est pour avoir des tests qui sont adaptés à notre réalité. Des tests dans lesquels, je ne vais pas vous citer des institutions, il y a de nouvelles institutions. Et quand vous voyez les attributions de ces institutions,
Quand vous comparez par rapport à certains pays européens, vous dites que quand même il y a eu des avancées majeures. Et c'est des documents que nous-mêmes, je parle de moi-même, en tant que député, nous avons réfléchi. Donc c'est pas quelque chose que nous sommes partis copier ailleurs et qui va nous poser des problèmes. Donc c'est ça qu'il faut retenir véritablement et ne pas véritablement rentrer dans les polémiques. Merci beaucoup à vous, ce qui nous amène pratiquement à la fin de cette émission. Nous allons faire un dernier tour pour vos mots de fin sur un sujet de votre choix. Je vais commencer par vous, Sana. Nous arrivons à la fin de ce numéro du Monde en 7. Non, moi, ce que j'aimerais dire rentre dans la continuité de ce sujet, c'est si réellement l'Assemblée nationale peut vraiment se pencher sur la question de l'alignement des scrutins de façon à avoir des élections générales. Je pense qu'il ferait beaucoup d'économies à la nation. Merci beaucoup à vous, Sana Veguel Sadio Etchou. Vous êtes analyste politique. Merci beaucoup d'avoir répondu à notre invitation. C'est moi. Honorable, nous sommes à la fin de cette émission. Oui, merci. Je pense qu'il n'y a pas de polémique. Nous sommes ici pour vous éclairer sur tout ce que nous faisons. Notre objectif, c'est avoir un pays moderne, un pays qui nous ressemble, un pays où il y a un rêve, où nous incarnons une nouvelle façon de faire la politique. Nous, quand nous nous sommes engagés en politique, c'est ça que nous avions eu à l'idée, c'est ça notre leitmotiv. Et tout acte que nous pouvons poser allant dans le sens de l'amélioration de notre système politique constitutionnel, nous sommes partants puisque nous sommes un réformateur. Nous voulons incarner une nouvelle façon de faire les choses. Et nous sommes à la veille bientôt des élections, les dossiers sont à la Cour constitutionnelle, bientôt nous serons situés. Donc comme nous l'avons souvent dit, nous souhaitons bonne chance à tout le monde. Il faut que nous puissions avoir une nouvelle classe politique dynamique et que nous puissions incarner ceux qui font la politique autrement. Merci. Merci beaucoup à vous, honorable Innocent Kabara. Vous êtes député à l'Assemblée nationale, également président du Parti démocratique panafricain, PDP. Merci d'avoir répondu à notre invitation. C'est moi qui vous remercie. Nous disons merci également à toutes les équipes techniques et rédactionnelles qui nous ont aidés à préparer, à présenter cette émission. Merci beaucoup à Yves Magnon Adja à la réalisation, à Rebecca Vessou et Stéphane à la caméra, à Gaston Fanou à la diffusion. Merci également à vous de nous avoir suivis. Samuel vous retrouve avec son équipe samedi prochain pour un autre numéro du Monde en 7.